Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche énormément de personnes. C'est cette difficulté à se sentir vraiment fier de soi, à se sentir satisfait, satisfaite de ce qu'on a fait, de ce qu'on a accompli, de ce qu'on est même. Et c'est quelque chose qui peut se manifester de plein de façons différentes. Au travail, par exemple, on finit un projet important, mais au lieu de savourer, on pense déjà à tout ce qu'on doit faire ensuite. Ou bien notre manager nous fait un compliment et on minimise immédiatement. Ah oui, mais c'était rien, oh, c'est normal. Ah, les autres auraient pu faire pareil. Ou bien on réussit une présentation, mais on se focus sur le petit moment où on a bégayé, en oubliant bien sûr complètement les 45 minutes restantes où c'était super fluide. On compare notre travail à celui d'une collègue ou d'un collègue, et on trouve toujours que l'autre a fait mieux, bien sûr. Et puis ça se passe aussi dans la vie perso. On organise un super repas ou un événement avec des amis, et on retient le petit truc qui n'était pas parfait, où on atteint un objectif sportif, courir 10 kilomètres par exemple, mais on pense déjà au semi-marathon après. Et ça peut être sur des petites choses aussi, hein. On a une conversation où on s'est affirmé, alors que c'est pas facile pour nous de nous affirmer, et ça s'est bien passé. Et au lieu de célébrer ça, on rumine sur ce qu'on aurait pu dire de différent, etc. Donc ça, c'est un schéma que je vois très très souvent chez les personnes qui démarrent un accompagnement avec moi et qui souhaitent travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, et dans lequel moi-même j'étais pendant des années. Pendant des années, j'étais seulement satisfaite de moi ou de ma journée ou de mon week-end quand c'était super rempli, par exemple, quand j'avais plein d'énergie, que je faisais plein de choses. Le truc, c'est que c'est pas toujours le cas. Parfois, on a besoin de se reposer, mais soit je me forçais à faire quand même plein de choses pour pouvoir me sentir bien avec moi-même à la fin de la journée, mais en vrai, je profitais pas vraiment et c'était laborieux. Soit je me reposais parce que j'en avais besoin, mais du coup, je me sentais nulle, je me sentais pas satisfaite de moi et donc je profitais pas vraiment du repos non plus. Un autre exemple, c'est que parfois j'avais des journées super chargées où j'avais réussi à faire 62 choses sur ma to-do list, mais je voyais les 5 choses que je n'avais pas faites plutôt que me concentrer sur tout ce que j'avais accompli. Et ce fonctionnement-là, pour l'avoir vécu et puis pour le voir chez les personnes que j'accompagne, il a des conséquences concrètes sur notre quotidien, sur notre estime de nous, sur notre bien-être en réalité. Parce que déjà, premièrement, ça nous maintient dans une insatisfaction permanente. On n'arrive jamais à se sentir parfaitement bien, satisfait, fier de soi, ou bien ça dure très peu de temps, et du coup ça génère une frustration. Ça impacte aussi notre confiance en nous, parce que si on ne reconnaît jamais ce qu'on accomplit, comment est-ce qu'on pourrait se sentir capable? On se prive nous-mêmes des preuves concrètes qu'on est compétente, qu'on est capable. Et puis notre motivation aussi finit par en prendre un coup, parce que la motivation repose en grande partie sur ce qu'on appelle le système de récompense de notre cerveau. Quand on accomplit quelque chose et qu'on se sent fier, qu'on se sent satisfaite, notre cerveau il libère de la dopamine et c'est ça aussi qui nous donne envie de continuer, de persévérer, de nous lancer de nouveaux défis. Donc si on n'a pas ça, on avance, mais plutôt parce que notre petit critique interne nous met la pression à coup de je dois, il faut, de culpabilisation, parce qu'on sait qu'on va se sentir mal si on n'avance pas. Et ça, ça fait aussi très mal à l'estime de soi. Et puis globalement, c'est juste très fatigant, mentalement, émotionnellement, parce qu'on se permet jamais vraiment de souffler, de savourer, de se dire: «OK, là c'est bien. En fait, là je suis contente». Il y a toujours autre chose, plus, mieux et ça c'est fatigant donc c'est un épisode aujourd'hui qui est important. Si vous sentez que vous manquez d'estime de vous, de confiance en vous, je pense que vous allez trouver des clés à la fois de compréhension et d'amélioration, de solutions dans cet épisode. Donc on va commencer par déjà comprendre, pourquoi c'est aussi difficile de se sentir fier de soi. Parce qu'il y a des mécanismes, il y a des croyances, il y a des habitudes de pensée qui nous maintiennent dans cette, insatisfaction et ensuite je vais vous partager des clés concrètes pour apprendre à reconnaître vos réussites, à vous sentir satisfait, satisfaite, à être fier de vous
en fait, au quotidien, parce que c'est essentiel pour gagner en estime de soi et en sérénité. Commençons par comprendre pourquoi c'est compliqué de se sentir fier de soi. Il y a plusieurs raisons et la première, c'est le biais de négativité. Il y a quelque chose de fondamental à comprendre sur notre cerveau, c'est qu'il est naturellement programmé pour accorder plus de poids et plus d'attention aux expériences négatives qu'aux expériences positives. Donc c'est le fameux biais de négativité. Si dans une journée, vous recevez 9 compliments et une critique, le soir dans le lit avant de vous endormir, c'est plutôt à la critique que vous allez repenser. Ou pour reprendre un exemple que j'ai donné en intro, si vous organisez un dîner pour 6 personnes, 8 personnes, tout le monde passe une super soirée, tout le monde vous dit que c'est délicieux, mais vous pouvez pas vous empêcher de penser au dessert qui était trop cuit. Et votre cerveau va se concentrer sur ça, sur ce détail qui va venir gâcher un petit peu la satisfaction que vous pourriez ressentir après ce super moment. Alors vous allez me dire pourquoi on fonctionne comme ça si c'est aussi chiant? On pense que sur le plan évolutif, être attentif aux menaces, aux prédateurs, aux dangers, aux conflits, ça a augmenté les chances de rester en vie et c'est ce qui pourrait expliquer que ce réflexe s'est conservé. Il vaut mieux que je garde en mémoire que cette baie, elle est toxique, qu'elle était délicieuse, en fait. Parce que si j'oublie qu'elle était toxique, bah, je risque de mourir et dans le cas inverse, bon, bah, je risque de passer à côté, mais c'est pas très grave. Donc c'est une potentielle explication à ce biais de négativité qui fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on se souvient parfaitement de cette réunion où on a bafouillé il y a 3 mois, mais la présentation qui s'est bien passée la semaine dernière, c'est déjà un peu flou, elle est déjà rangée dans un coin, comme si ça comptait pas vraiment. Une deuxième raison qui explique que c'est difficile de se sentir fier de soi, c'est que même quand on se souvient de nos réussites, on peut avoir tendance à les minimiser, à les disqualifier. Si vous manquez de confiance ou d'estime de vous, il y a de fortes chances que vous ayez une petite voix critique dans votre tête qui vous dit: «Ah mais t'aurais pu faire mieux. C'est pas si impressionnant que ça. Les autres y arrivent mieux que toi. Ah mais c'est normal ça, tout le monde aurait pu le faire.» Ou bien: «J'ai eu de la chance.» Ce genre de petites phrases qu'on se dit et auxquelles on croit et qui nous empêchent de savourer. Mais de l'autre côté, dès qu'on fait une erreur, là, on la minimise pas. Là, ça y va en mode, «J'aurais jamais dû dire ça en réunion, je suis nulle, comment j'ai pu oublier ça? Je suis incompétente», voilà, tout ce type de pensées qu'on peut avoir et qui peuvent être très fatigantes. Autre chose qui ne nous permet pas de sentir cette satisfaction à l'intérieur, c'est qu'on se fixe des attentes, on se fixe des objectifs qui sont juste impossibles à tenir. Mais on croit que c'est possible, on croit qu'on devrait y arriver et donc on se sent, déçu et nul. On se dit qu'on devrait pouvoir gérer un gros projet au travail, maintenir notre routine sportive, 3 fois, 4 fois par semaine, cuisiner des plats sains tous les jours, être dispo pour nos proches, répondre rapidement aux messages, faire du journaling le soir, dormir 8 heures par nuit. Il y a plein de «je dois», de «il faut», mais on oublie complètement la réalité. C'est-à-dire déjà nos ressources réelles, le temps et l'énergie qu'on a vraiment dans une journée, parce qu'il y a ce qu'on aimerait avoir et ce qu'on a concrètement. On oublie les contraintes objectives de notre situation, nos responsabilités, notre contexte de vie, nos obligations. On oublie aussi toute la charge mentale invisible, parce qu'il y a tout ce que qu'on doit déjà faire de base, mais il faut aussi penser au cadeau d'anniversaire de la collègue, il faut aussi anticiper le planning de la semaine prochaine, il faut gérer tel imprévu, il y a tel enfant qui est en vacances, nin nin. Donc tout ça, ça compte, mais dans notre to-do mental, on ne le voit même pas. Et puis, il y a le simple fait qu'on est humain, avec des limites physiques et mentales. On n'est pas une machine, mais on essaie quand même. Et quand on n'y arrive pas, on se sent déçu, on se sent nul en fait. Alors que en se fixant des objectifs irréalistes dès le départ, on s'auto-condamne à l'échec, on s'auto-condamne à être déçu, à être insatisfait, insatisfaite. Et ce qui est vraiment pernicieux dans ce mécanisme, c'est qu'on ne se rend pas compte que nos attentes sont irréalistes. C'est là où un regard extérieur fait vraiment du bien, parce que je le vois avec mes clientes, elles sont persuadées que c'est possible, qu'elles devraient y arriver, que les autres y arrivent bien, et que c'est elles qui sont pas assez organisées, qui sont pas assez efficaces. Ça, c'est souvent quelque chose qui revient.
Et au final, quand on décortique tout ça, elles se rendent compte que c'est pas ça le problème. Mais toute seule, elles le voient pas et elles pensent que c'est juste elles qui ont un problème. Quatrième chose qui fait que vous avez peut-être du mal à vous sentir fier de vous, c'est bien sûr notre ami le perfectionnisme. Si c'est pas parfait, ça compte pas. On voit que ce qui manque, jamais ce qui est déjà là. On se met beaucoup de pression, on peaufine, on corrige, on recommence. Et on a du mal à se sentir vraiment satisfaite et à arrêter. Et même quand le résultat final est excellent, on arrive encore à voir les petits détails qui auraient pu être mieux et on se focus sur ça. Coucou le biais de négativité, ce qui nous maintient dans une espèce d'insatisfaction permanente parce que on poursuit un idéal inatteignable. Donc ça va un petit peu avec le point d'avant. Cinquième point, c'est que on recule sans cesse la ligne d'arrivée. Même quand on a atteint un objectif, on ne se permet pas de s'en réjouir ou pas très longtemps parce que on déplace immédiatement le curseur. On repousse constamment le moment où on s'autorisera à être contente de nous. On vit un peu dans un futur hypothétique où, magiquement, on sera enfin assez, mais ce moment n'arrive jamais parce qu'à chaque fois qu'on atteint un objectif, on en crée immédiatement un nouveau. On se dit: «Je serai satisfaite quand j'aurai ce poste», on l'obtient et tout de suite après, sans vraiment prendre le temps de célébrer, on se dit: «OK, maintenant il faut que je prouve que je suis à la hauteur» ou «Il faut que je vise le niveau d'après». Et c'est une course sans fin parce que la ligne d'arrivée recule toujours un peu plus vite qu'on avance. Et attention, je ne dis pas qu'il faut se contenter, qu'il faut pas avoir d'ambition, qu'il faut pas se fixer de nouveaux objectifs, pas du tout. Simplement, c'est de célébrer, d'absorber, de profiter de l'avancée qu'il y a déjà eu, en fait. Parce que si je faisais pas du tout de sport et que j'arrive à m'y mettre 2 fois par semaine, bah, c'est déjà génial. Peut-être que mon objectif, effectivement, c'est d'en faire 5 fois par semaine ou de courir un marathon, mais célébrons aussi les étapes, célébrons aussi déjà les avancées, parce que le chemin compte aussi, voire tout autant. Ensuite, autre facteur d'insatisfaction, et celui-ci c'en est un gros, c'est la comparaison toxique. On se mesure aux autres, sur les réseaux sociaux, dans notre entourage, au travail. Et bien sûr, on ne se mesure jamais de manière équitable. On compare nos coulisses à la scène des autres, notre réalité brute à leur version Instagram idéalisée. On voit que ce qui nous manque et on oublie ce qu'on possède déjà. On voit cette collègue qui gère apparemment tout avec aisance et on se dit: «Mais pourquoi moi, je galère autant alors qu'elle, elle a l'air sereine?» Mais on voit pas ses nuits blanches, on voit pas ses doutes, on voit pas ses compromis. On oublie parfois aussi que simplement elle a plus d'expérience ou que elle a peut-être le même âge que nous, mais elle est dans la boîte depuis plus longtemps et on a toujours l'impression d'être en retard ou de pas être à la hauteur ou que ce qu'on fait nous, c'est pas assez bien ou ça aurait pu être mieux. Avant-dernier point, avant de passer aux clés concrètes, c'est que on fait dépendre notre valeur du regard des autres. Beaucoup d'entre nous avons appris, consciemment ou inconsciemment, que notre valeur dépend du regard des autres, de leur approbation, de leur validation, et on n'a pas développé nos propres critères de réussite et de fierté. Quand on manque de confiance en soi, on attend que les autres nous disent si on a bien fait ou pas. Ou en tout cas, on guette leur réaction, leur approbation, leur validation pour savoir si on peut être contente de nous. Le problème, c'est que on devient dépendant, dépendante d'une validation externe qui, par définition, est instable et est incontrôlable. Ça me fait penser à une cliente qui avait passé une bonne partie de ses vacances à refaire la déco de son salon, la peinture. Elle était contente du résultat, honnêtement, ça lui plaisait. Et puis, quelques jours après, sa belle-mère est venue lui rendre visite et bah, forcément, elle lui demande ce qu'elle en pense et sa belle-mère lui répond: «Ah ben non, c'est original. Moi, j'aurais plutôt mis du blanc, c'est plus intemporel, mais bon, c'est ton choix». Voilà, donc pas forcément, critique, mais elle a donné son avis et immédiatement, cette cliente n'a plus du tout vu son salon de la même manière et elle commence à douter. «Bah, ouais, c'est vrai que c'est peut-être trop coloré, peut-être que j'ai fait n'importe quoi» et tout d'un coup, tout son plaisir, voilà, toute sa joie a disparu. En une seule remarque, tout son ressenti bascule. C'est comme si elle avait besoin que quelqu'un d'autre lui dise que c'est bien pour pouvoir apprécier elle-même. Parfois aussi, on poursuit des objectifs qui ne nous appartiennent pas vraiment. C'est les attentes de nos parents,
de notre entourage, de notre partenaire, des il faut plutôt que des j'ai envie. Et même en atteignant ces objectifs, on se sent un peu vide parce que c'était pas vraiment notre chemin. C'était pas vraiment ce qui avait du sens pour nous. On peut avoir réussi, avoir fait des études prestigieuses parce que c'est ce qui était attendu de nous, avoir décroché un job dans une grosse boîte parce que c'est bien vu, avoir acheté un appartement ou une maison parce que c'est ce qu'on fait à cet âge-là. Je mets des guillemets bien sûr à chaque fois. Et ne pas se sentir fière, ne pas se sentir satisfaite de sa vie parce qu'au fond, on ne sait même pas si c'est ce qu'on voulait vraiment. Et enfin, dernier petit point, mais pas si petit, pas des moindres, qui empêche de se sentir vraiment fier de soi, c'est la peur de paraître arrogante. C'est la peur de paraître prétentieuse. On se dit: «Mais si je me sens fière de moi, si je reconnais ouvertement mes réussites, est-ce que je vais pas paraître prétentieuse?» Et culturellement, on a souvent appris, surtout aux femmes, que la modestie est une vertu, qu'il faut savoir rester humble, il faut pas se la péter, il faut pas trop en faire, il faut pas trop se faire remarquer. Et on a intériorisé qu'on n'a pas vraiment le droit de se sentir fier. Ou en tout cas, il faut le cacher. Alors on minimise nos réussites par réflexe. Quand on reçoit un compliment, on a du mal à l'accepter. On dit bah non, c'était rien. Quand quelqu'un nous félicite, voilà, c'est toutes des petites choses qui sont bien ancrées, mais qui font que on a du mal à vraiment se sentir fier de soi. Maintenant, on a compris pourquoi, quels sont les mécanismes, et c'est important de les connaître. Et c'est pour ça que je passe du temps aussi à vous les partager, parce que c'est ce qui permet d'adopter ensuite les bonnes stratégies. Parce que si je comprends pas exactement d'où vient le problème, ça va être compliqué ensuite de trouver les bonnes solutions. Donc vous allez voir que maintenant ce que je vais vous partager, c'est assez logique. Tout ce qu'on vient de voir, alors il y a certains mécanismes qui sont ce qu'ils sont, hein. Le biais de négativité par exemple, c'est pas quelque chose qu'on peut enlever de notre cerveau, mais c'est des choses qu'on peut contrer un petit peu, on peut un peu rééquilibrer la balance. Et puis il y a d'autres choses qui sont des constructions, des habitudes, des croyances, et là on va pouvoir venir les déconstruire. Ça demande de la pratique, mais c'est possible. Alors comment apprendre à vous sentir fier de vous? La première clé, et je commence par la fin, c'est comprendre que la fierté, être fier de soi, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas être prétentieuse. Il y a une vraie confusion entre confiance en soi saine et arrogance. La confiance en soi saine, c'est reconnaître objectivement ce qu'on a fait de bien. L'arrogance, en revanche, c'est se sentir supérieur aux autres, c'est dénigrer les autres pour se valoriser. La prétention, je vais vous lire la définition du Larousse. Être prétentieux, prétentieuse, c'est quelqu'un qui estime par vanité avoir une certaine supériorité, qui cherche à se mettre en valeur pour des qualités qu'il n'a pas. Vous voyez la différence? Se sentir fier de soi, c'est juste reconnaître ce qu'on a accompli, reconnaître le chemin parcouru, les efforts fournis. C'est hyper sain, c'est nécessaire même. On peut tout à fait être fier de soi et être humble. Vous avez le droit de vous donner la reconnaissance que vous méritez. Vous n'avez pas besoin de le hurler sur tous les toits pour démarrer, bien sûr, mais rien que vous féliciter dans votre tête, rien que reconnaître tout ça dans votre tête, c'est déjà un grand pas. Et rappelez-vous aussi que, parce que je sais que la majorité, même s'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent ce podcast, la majorité, vous êtes des femmes, rappelez-vous que la plupart des hommes, eux, ne se gênent pas. La deuxième clé maintenant, c'est d'entraîner votre cerveau à voir le positif. Donc, j'en ai fait une clé, mais en réalité, il y a plusieurs choses que je vais vous partager à l'intérieur. La première chose, c'est arrêter de minimiser vos réussites. Quand votre cerveau vous sort un «Ah mais c'est normal, tout le monde aurait pu le faire», remarquez cette pensée, remarquez qu'elle est là et choisissez de ne pas y adhérer. Et vous pouvez aussi utiliser la technique du meilleur ami. Imaginez qu'un ami ou une amie proche vous raconte exactement la même chose que vous. Comment est-ce que vous réagiriez? Qu'est-ce que vous lui diriez? Il y a de fortes chances que vous le ou la félicitiez, que vous reconnaissiez ses efforts, sa réussite. Vous n'allez pas lui dire ouais bah super, mais bon, tout le monde aurait pu le faire. C'est rien d'incroyable. Non. Donc accordez-vous la même bienveillance. Et célébrez. Célébrez même les petits pas. N'attendez pas d'être arrivé à l'objectif final. Et puis même, en fait, on a tendance à passer immédiatement à la tâche suivante sans marquer le coup. Et par marquer le coup, je veux pas dire ouvrir une bouteille de champagne à chaque fois que vous réussissez une présentation, mais enfin, vous pouvez bien sûr
Mais sinon, ce que je veux dire par là, plus sérieusement, c'est que prenez au moins, juste prenez 2 minutes pour remarquer ce que vous avez réussi, ce que vous avez bien fait. Prenez le temps de savourer, même 30 secondes pour vous dire: «Bah, là, c'est chouette, en fait. Là, j'ai osé prendre la parole en réunion, ça m'a coûté un petit peu, ben, good job. J'ai osé poser une limite, claire, là, à ma collègue, bah, c'est cool, je suis contente de moi parce que c'était difficile». Cultivez ce dialogue intérieur, célébrez-vous un petit peu, dites-vous juste que vous avez bien fait, c'est déjà pas mal. N'enchaînez pas direct sur la prochaine urgence, sur la prochaine tâche. Prenez même le temps de vous faire un petit cadeau, même si c'est quelque chose de symbolique. Célébrez aussi le chemin parcouru. On attend souvent d'avoir fini ou d'avoir réussi parfaitement pour se sentir fier de soi, mais vous pouvez aussi être fier des efforts, de l'engagement que vous avez donné, du courage que ça vous demande, même si c'est pas parfait. Vous pouvez être fier de vous, même d'avoir essayé, même si le résultat n'est pas parfait. Vous pouvez même être fier de vous d'avoir essayé, même si vous avez échoué. Les 2 peuvent cohabiter. Vous pouvez être, triste, déçu d'avoir échoué et en même temps, vous pouvez être fier de vous d'avoir osé, d'avoir tenté. Troisième clé qui est aussi très, très importante, c'est d'ajuster vos attentes pour qu'elles soient réalistes. Quand vous vous fixez un objectif, quand vous vous faites même une to-do list, regardez bien vos ressources réelles. Combien d'heures vous avez vraiment? Quel est votre niveau d'énergie actuel? Pas celui que vous aimeriez avoir. Quelles sont vos obligations? Et une fois que vous avez fait ça, regardez de nouveau votre to-do list. Est-ce que c'est vraiment faisable avec ces ressources-là? Si honnêtement la réponse est non, bah, le problème c'est pas vous, c'est votre liste qui n'est pas réaliste. Je sais que c'est frustrant, mais revoyez vos objectifs ou vos attentes à la baisse. Mieux vaut faire moins que rien faire du tout ou de faire mais de s'épuiser pour réussir à tout faire alors que c'est pas possible, pour au final se sentir quand même pas satisfaite. Quatrième clé, c'est de pratiquer le assez bien. La perfection n'existe pas et de toute façon, pour beaucoup de choses, bien fait, ça suffit largement. Un email à un collègue, assez bien, ça suffit. Ranger votre bureau, assez bien, ça suffit. Donc pratiquez ce assez bien. Choisissez des tâches à faible enjeu et entraînez-vous à les faire assez bien sans chercher la perfection. Je sais que c'est pas évident parce que le perfectionnisme, c'est souvent une stratégie de protection. On se dit que, enfin, c'est inconscient, mais au fond, il y a ce truc de si je fais tout parfaitement, personne ne pourra me critiquer. En fait, je serai en sécurité. Sauf que comme la perfection n'existe pas, eh bien on se retrouve soit anxieux et très critique envers soi-même, soit on essaye de l'atteindre et on se fatigue. Je simplifie, mais vous voyez l'idée. Rappelez-vous aussi de la loi de Pareto, la loi des 80-20. Cette loi, elle dit que dans beaucoup de situations, 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Alors bien sûr, c'est pas une règle mathématique fixe, mais c'est une tendance utile pour identifier où mettre son énergie. Imaginons que vous êtes en train de préparer une présentation pour le travail. En 2 heures, vous pouvez créer des slides clairs avec les infos essentielles, avec une structure logique, et c'est déjà un très bon résultat. En fait, votre message va passer, c'est pro, c'est déjà largement assez bien. Mais si vous voulez que ce soit parfait, vous allez peut-être peaufiner chaque formulation, ajouter, ajuster les polices, les couleurs, aller vraiment dans du détail et vous allez peut-être y passer 3 heures, 4 heures supplémentaires pour un résultat au final qui sera que marginalement meilleur. La plupart des gens ne verront même pas la différence. Donc demandez-vous, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller à 100? Ou est-ce que bien ou très bien, ça suffit largement pour cette tâche? Alors bien sûr, parfois oui, l'excellence est nécessaire. Mais pour 80% de ce qu'on fait au quotidien dans la plupart des jobs, non. Et pourtant, c'est là où on s'épuise. On met une énergie folle sur des détails qui n'ont pas d'impact réel, juste pour se protéger souvent de notre propre jugement. Parce que c'est nous-mêmes qui allons nous sentir très mal si on sort une présentation où c'est pas parfaitement beau. Donc testez petit à petit ce assez bien. Maintenant, la clé numéro 5 que je veux vous partager, c'est de reconnecter avec vos valeurs, avec les vôtres de valeurs. C'est vraiment définir ce qui compte pour vous, ce qui a de la valeur à vos yeux, ce qui fait que vous vous sentez aligné, en fait, vos propres critères de réussite, pas ceux des autres. Peut-être que pour vous, réussir, c'est avoir un impact positif sur les autres,
c'est avoir un bon équilibre pro-perso. Et c'est peut-être pas tant le titre, la reconnaissance externe, le salaire, bien sûr c'est important, mais c'est peut-être pas ça vos critères de réussite. Ou peut-être que si, mais ce qui est important, c'est de définir vos propres critères de réussite parce que ensuite vous allez pouvoir évaluer vos actions et ressentir de la fierté basée sur vos valeurs à vous. Et d'ailleurs, sur cette question des valeurs, j'ai un super exercice que vous pouvez télécharger gratuitement qui vous permet d'identifier votre système de valeurs à vous, votre système de valeurs personnel. Pour y accéder, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Il se trouve dans une boîte à outils gratuite, donc vous pourrez avoir accès à d'autres chouettes outils d'auto-coaching. Donc voilà, je vous mettrai encore une fois le lien pour y accéder dans la description de cet épisode de podcast. Sixième clé, et honnêtement j'aurais pu vous en partager 30, je pense, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, tellement de petits aspects à travailler, parce que là on touche vraiment à l'estime de soi, en réalité. Donc c'est un travail, assez profond, mais je voulais vous partager des clés qui seront utiles au plus de personnes possible. Et cette sixième clé, c'est de vous comparer à vous-même, parce que c'est la seule comparaison utile. Ça sert à rien de vous comparer aux autres en réalité, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui fait mieux, qui a mieux, qui réussit mieux. Et si vous faites ça, vous ne vous sentirez jamais assez. Alors bien sûr, la comparaison est aussi utile. Là, c'est vrai que je parlais de comparaison quand elle devient toxique, mais en soi, la comparaison est utile. Ça vous permet de voir peut-être des choses chez les autres qui vous font envie, de vous inspirer, de vous montrer que, bah, en fait, si c'est possible pour une personne dans le monde, c'est peut-être possible pour moi aussi. La comparaison n'est pas à éliminer totalement en soi, mais c'est quand elle devient une source d'insatisfaction personnelle, en réalité. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vous comparer à vous-même, à la personne que vous étiez il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, à regarder le chemin parcouru, à regarder ce que vous avez appris, à regarder comment vous avez évolué. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous faites aujourd'hui presque naturellement qui peut-être paraissaient impossibles ou en tout cas très difficiles ou en tout cas très, très challengeants pour la vous d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Mesurez votre progrès par rapport à votre propre échelle, parce que c'est la meilleure indication. C'est ça la vraie mesure du progrès. Et bon, bah, ça c'est du dit et redit, mais je le dis quand même, limitez au maximum votre exposition aux réseaux sociaux. Si vous remarquez que vous vous sentez systématiquement mal après avoir consulté Instagram, LinkedIn, c'est un signal. Pas besoin de tout supprimer, mais peut-être réduire, faire des pauses, parce que ces réseaux sociaux, ça, fuel, je sais pas comment on dit en français, ça alimente, la comparaison toxique. L'objectif de tout ça, de ces clés que je vous ai partagées, en réalité, elles sont simples, mais ce qui est pas évident, c'est de les mettre en place au quotidien et sur la durée. Mais vous allez voir que ce travail-là, il va vous permettre de développer une estime de vous beaucoup plus stable, qui dépend pas du regard des autres ou, de vos dernières performances. Il va aussi vous permettre d'être un peu plus bienveillante, un peu plus juste envers vous-même, de sortir de cette insatisfaction qui est fatigante à porter, de vous mettre un peu moins de pression aussi, de vous sentir assez. Pas comme si vous aviez constamment à prouver votre valeur auprès de vous, auprès des autres peut-être aussi, et puis à savourer un petit peu le moment présent, au lieu d'être constamment dans le «et après?» et quelle est la prochaine chose à faire? Et puis de faire ce travail, ça va aussi vous permettre d'avancer avec un carburant beaucoup plus sain. Parce que je vous le disais au début, parfois on avance, mais à coup d'autocritique, à coup de je me mets la pression, je me culpabilise. Et là, ça va vous permettre d'utiliser comme carburant la satisfaction, l'envie, la fierté. Et c'est quand même différent. Et puis, ça vous permet aussi d'oser plus facilement vous lancer dans de nouveaux défis, puisque vous allez vous sentir plus confiante, et puis plus confiant et plus confiante en votre capacité à y arriver, puisque vous aurez reconnu déjà les choses que vous avez accomplies. C'est donc un travail qui est important et moi je vous invite à mettre en pratique directement à partir de maintenant, d'aujourd'hui, une des clés que je vous ai partagées dans cet épisode. Choisissez-en une, choisissez peut-être celle qui résonne le plus pour vous et testez. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un suivi, d'un accompagnement personnalisé pour travailler en profondeur sur votre confiance en vous, votre estime de vous, sachez que je propose des accompagnements individuels
Je vous mettrai le lien également dans la description avec les différents accompagnements que je propose, comme ça vous pouvez jeter un œil, voir si ça peut vous correspondre. Et puis si vous souhaitez en discuter, je propose des appels découvertes, donc c'est des appels qui sont gratuits pour justement qu'on puisse échanger un peu sur votre situation, voir comment je pourrais vous aider à atteindre vos objectifs et si on pourrait former une bonne team aussi. Pour bénéficier de cet appel, je vous mettrai le lien sur lequel vous inscrire dans la description de cet épisode également. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. J'ai hâte de voir ce que vous allez mettre en place et n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram directement. Ça me fait toujours super plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao!